Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ouais. Super, nickel. Bienvenue à tous et à toutes. Nous allons, dans cette conférence aujourd'hui, essayer de vous expliquer comment tenter d'éviter les biais dans la conception des logiciels. Il y a une espèce d'écho. Et pour démarrer, on va se présenter. Clémence et moi, nous venons de la société Dataiku. Dataiku, c'est un éditeur de logiciels qui fait une plateforme d'intelligence artificielle, donc plateforme end-to-end, qui permet à nos clients et à nos utilisateurs d'utiliser leurs données au mieux pour prendre les meilleures décisions à partir de leur analytique. Chez Dataiku, donc moi je suis Mélanie Reversa, je suis Director of Product Operations. Ça veut dire que mon produit, c'est l'équipe produit. Et donc moi je suis Clémence Bic, je suis Product Manager chez Dataiku également. Et avant de rejoindre Dataiku, j'étais Data Scientist et j'ai travaillé sur des logiciels dans la santé. Je pense à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup aux biais, parce que dans la santé ça peut parfois avoir des conséquences assez dramatiques. Et pour ceux qui ne connaissent pas Dataiku, c'est une entreprise à l'origine française, dont le siège est à New York, le bureau principal à Paris, mais moi personnellement, je suis à Montpellier. Alors pour démarrer, on va vous expliquer un petit peu ce que ce sont les biais. Donc c'est quoi un biais ? Un biais, c'est un réflexe de pensée faussement logique, inconscient et systématique. Donc si on schématise un tout petit peu, vous avez dans votre cerveau deux manières de penser qui vous servent tous les jours. Le système dit numéro 1, donc la pensée rapide, intuitive, qui vous permet de prendre les décisions les plus rapides. Quand vous conduisez, vous utilisez beaucoup ce système-là. Et le système numéro 2, la pensée lente, analysée, celle qui vous fait faire les analyses de données, qui vous fait réfléchir et vous fait penser les points de vue différemment. On aime tous à penser, particulièrement quand on travaille dans la tech, le logiciel, les sciences, qu'on utilise majoritairement notre système de pensée numéro 2. Heureusement et malheureusement, on utilise aussi beaucoup notre système numéro 1. Et quand on prend des décisions avec notre système numéro 1, mais qu'on se persuade qu'en fait elles ont été prises avec notre système numéro 2, c'est là qu'on intègre des biais dans notre système de pensée. Alors des biais, il y en a plein, il y en a environ 200 qui ont été répertoriés, je ne vous demande pas de le lire, c'est juste pour vous montrer qu'il y en a une multitude. Donc ce qu'on va faire avec Clément, c'est qu'on va en prendre 3, on va vous les expliquer à travers un petit jeu de rôle, soyez s'il vous plaît indulgents avec nos compétences d'actrice, on va essayer de faire au mieux. Clémence, je suis allée au magasin de bricolage l'autre jour et puis j'ai acheté des poinçons trop bien. J'ai fait une super affaire. Je les ai payés 200 € alors qu'ils en valaient 350. 200 €? Bah, mais t'aimes vraiment bien ça, les poinçons, toi? Bah non, mais toi, c'est vachement utile. Enfin, ok, je bricole pas tous les 5 matins, mais c'est cool, quoi. Enfin, j'ai fait une affaire. Ouais, une affaire, mais tu te demandais si ça valait vraiment 200 € des poinçons? Ouais, je sais pas, en fait. Peut-être 200 €, c'est beaucoup, les poinçons. Ouais. Alors, tu vois, on a été victime de finalement ce qu'on appelle le biais d'ancrage, c'est-à-dire que tu as vu un premier chiffre, 350 €, et du coup, tu as ce chiffre-là qui s'ancre dans ta tête, et ensuite, tu t'es fait arnaquer. On a eu l'impression d'avoir fait une bonne affaire avec tes poinçons à 200 €. Enfin, j'ai plus qu'à les rendre, quoi. Ouais, Mélanie, hier, j'étais à un dîner, on a bu du Bordeaux, mais je sais pas... Le Bordeaux, Clémence, ça va. Bon, ok, à Montpellier, t'aurais mieux fait de prendre un Pic Saint-Loup, on est tous d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il avait, ton Bordeaux, il était pas bon? Je sais pas, tout le monde était hyper enthousiaste, a dit qu'il était super bon, que c'était un super grand cru, mais je sais pas, moi, j'étais pas fan. À un moment, je me suis même demandé s'il était pas bouchonné, mais je sais pas, j'ai rien osé dire, parce que tout le monde était hyper enthousiaste. Ah bah ouais, mais ça, Clémence, c'est l'effet de groupe, hein. C'est que tout le monde était tellement enthousiaste que tu t'es auto-persuadé que c'est toi qui avais tort. C'est encore un biais. Désolée. La prochaine fois, tu boiras un Pic Saint-Loup. Oh Clémence, je suis dépitée, quoi. Je comprends pas comment les femmes, elles peuvent continuer à voter pour Donald Trump. Je veux dire, dans tous les journaux... le gars, il est clairement misogyne, il veut ramener les filles à l'âge de pierre. Pour moi, c'est juste une catastrophe. Et je pense pas que les gens qui votent pour lui, ce soient tous des incultes. Ils doivent lire des journaux, s'informer. Enfin, vraiment, je suis dépitée, quoi.
Ouais, mais tu vois, je pense qu'en effet, enfin, comme tu dis, je pense que les gens s'informent, et c'est juste qu'ils s'informent via des médias qui mettent en avant les vertus de Donald Trump et mettent complètement de côté tous les dangers que nous, on voit. Et je sais pas, toi, t'es déjà allé essayer de lire Fox News, tu vois, pour comprendre un peu ce qui se dit? Bah non, je vais pas aller sur Fox News. C'est pas terrible, quoi. C'est partisan. Ouais, mais tu vois, ça c'est aussi c'est un biais, tu vois, c'est un biais de confirmation, c'est-à-dire que tu vas avoir que l'information qui va dans ton sens et tu occultes complètement des informations qui peuvent contredire les idées que tu as. Donc tu es en train de me dire que je suis obligée d'aller sur Fox News pour comprendre pourquoi les gens votent pour Donald Trump? Exactement. Non, je crois que je vais boire du Pixingo en fait. Donc voilà, on vous a expliqué en quelques exemples ce que pouvaient être les biais. Et on va voir comment on peut les introduire malgré toute notre envie de ne pas le faire dans certains logiciels. Exactement. Donc là, on va d'abord s'intéresser dans un premier temps aux biais dans les logiciels qui se basent sur aux biais qui utilisent des logiciels d'intelligence artificielle, ce qui nous intéresse particulièrement avec Mélanie, puisqu'on accompagne nos utilisateurs dans le développement de ces logiciels. Donc avant d'aller un peu plus loin dans les détails de comment ces logiciels en viennent à être biaisés et quelles sont un peu les solutions pour éviter ça, on va d'abord reprendre quelques exemples qui sont en fait des exemples assez connus. Le premier dont on a beaucoup parlé, c'était un logiciel qu'avait développé Amazon. Donc c'est un logiciel expérimental qui permettait de filtrer les CV pour recruter des candidats pour des top positions. Et il s'avère que le logiciel favorisait clairement les CV de candidats masculins. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, une part de la discrimination se faisait parce que le modèle discriminait non pas sur les compétences qui étaient décrites dans le CV, mais sur des éléments de vocabulaire qui étaient utilisés pour décrire ces expériences et qui en fait sont des éléments de vocabulaire qui étaient plus adoptés par des hommes. Et Mélanie reviendra un peu là-dessus sur ces éléments de vocabulaire plus tard. Un autre exemple, c'est le logiciel Compass aux États-Unis, qui est un logiciel qui permet de déterminer le risque de récidive d'un accusé et qui est utilisé par certaines cours de justice comme outil d'aide à la décision pour décider de la peine pour l'accusé. Et de nouveau, c'est une étude de ProPublica qui a montré qu'en fait, ce logiciel-là donnait un beaucoup plus fort, il y avait un beaucoup plus fort risque d'être considéré comme récidiviste pour les personnes de couleur, à tort, tandis que le logiciel était beaucoup plus indulgent pour les personnes de type caucasien. Et là, dans ce cas-là, le point intéressant, c'est que l'entreprise qui a développé ce logiciel, qui s'appelle Northpoint, s'est défendue en disant que non, eux, ils avaient testé la performance de leur modèle avec l'AUC sur deux sous-populations, enfin sur ces deux sous-populations, et qu'en fait, le modèle avait des performances quasi similaires. Et là, c'est plutôt un problème de métrique et de méthode d'évaluation qui a fait qu'ils sont passés complètement à côté de ce biais. Un dernier exemple, qui est un algorithme qui est très connu, qui maintenant date de plusieurs années, mais qui avait fait beaucoup parler de lui quand il a été développé, qui s'appelle Word2Vec. Si vous avez bossé avec, si vous avez fait de l'analyse de langage, vous l'avez sûrement déjà vu. Et qui permet, c'est un des premiers algorithmes qui a permis de représenter mathématiquement du texte, de représenter vectoriellement. Et c'est intéressant parce que ce qui est assez étonné, c'est qu'il arrive vraiment à reproduire des logiques linguistiques mathématiquement. Donc par exemple, on avait le même lien vectoriel entre un homme et une femme qu'entre un roi et une reine, enfin entre ces mots-là. Mais la limite de ça, c'est que c'était aussi les mêmes liens entre homme et docteur et entre femme et infirmier. Donc c'est là qu'on voit un peu nos propres biais sociétaux se refléter dans les algorithmes. Maintenant qu'on a vu ces quelques exemples, on va se demander pourquoi en fait les modèles sont biaisés. Alors, le premier point d'entrée des biais, c'est quand même très souvent les données, mais en fait pas que. Quand on développe un logiciel basé sur l'intelligence artificielle, en fait, il y a plusieurs étapes. Le premier, c'est d'abord la définition de l'objectif business, ce qu'on veut faire avec le modèle, dans quel contexte on veut l'utiliser aussi. Ensuite, une fois que cet objectif est posé, on va collecter les données, on va les nettoyer. Une fois que les données sont prêtes, on va commencer la modélisation, faire nos expérimentations, évaluer nos différents modèles, choisir celui qui nous convient le plus, et ensuite, on va le déployer et continuer à le monitorer en production. Et en fait, toutes ces étapes-là, elles passent pas. Enfin, pour toutes ces étapes-là, on va faire des choix, et tous ces choix-là peuvent, in fine, induire des biais dans nos modèles. On va faire un petit zoom sur ce qu'est en fait la modélisation, ce qu'est le machine learning,
Il y en a certains sûrement ici qui connaissent déjà le principe, mais ça va nous aider à comprendre d'autant plus pourquoi les modèles peuvent être biaisés. Donc c'est quoi le principe d'un entraînement de modèles de machine learning? En fait, c'est tout simple. On a d'un côté ce qu'on connaît, qui sont les données d'entrée. Donc on a les données d'entrée et la variable cible qu'on connaît déjà. Par exemple, vous êtes une entreprise de téléphonie mobile, vous travaillez sur de la résiliation de contrats, vous allez avoir comme données historiques toute l'historique sur vos clients, donc les informations sur vos clients, potentiellement les interactions que vous allez avoir eues avec eux, et votre variable cible qui est est-ce que ces clients avaient résilié ou non leur contrat. Et ensuite, il y a ce qu'on va chercher à connaître, qui est la relation entre ces données d'entrée et cette variable cible. Et on va essayer de la modéliser par une fonction mathématique. Donc c'est une fonction mathématique qui est plus ou moins simple en fonction de l'algorithme qu'on choisit et qui comporte des paramètres. Et le but, ça va être d'optimiser les paramètres de cette fonction pour permettre de généraliser au mieux la relation qu'on observe dans les données. Donc on voit que c'est finalement, il n'y a pas de magie, il n'y a pas non plus d'intelligence un peu surnaturelle, c'est purement et simplement des maths. Donc, comme on le voit, le premier élément qui va jouer, ce sont les données. En fait, l'apprentissage du modèle, il repose entièrement sur la capacité à généraliser ce qui est observé, les relations observées dans les données. Donc, en fait, si les données comportent un biais, il y a de grandes chances que le modèle reproduise également ce biais. Alors, les données, elles peuvent être biaisées de plein de façons différentes. Je pense qu'il faut même partir du principe que toutes les données qu'on collecte sont biaisées. Mais il y a des biais qui vont être plus ou moins importants, qui vont être aussi plus ou moins préjudiciables. J'ai listé quelques exemples ici de biais qu'on peut trouver dans les données. Il y en a d'autres, mais c'est peut-être les plus fréquents, qui sont basés soit sur le contexte de collecte des données, enfin qui viennent souvent du contexte de collecte des données, ou de la façon dont les données sont labellisées. Parce que tout à l'heure, je vous parlais de la variable cible. Donc parfois, la variable cible, vous la connaissez déjà en prenant vos données, si on revient sur la résiliation de contrat. Mais à défaut, vous allez vous-même devoir labelliser vos données. Si vous faites de l'analyse d'images, par exemple, souvent, vous allez vous-même devoir aller prendre chaque image et mettre les labels associés. Donc, un premier biais très commun, c'est le sample bias. C'est qu'en fait, quand les données, la population sur laquelle vous allez collecter les données est différente de la population sur laquelle vous allez appliquer votre modèle. Donc, vous faites une étude, vous êtes une entreprise française, vous faites une étude sur la population française, et en fait, vous allez appliquer sur votre modèle sur tous vos clients qui sont basés dans le monde entier. Là, vous avez un sample bias. Exclusion bias, c'est quand vous excluez vous-même de vos données une information parce que vous jugez qu'elle n'est pas importante, qu'elle n'est potentiellement pas discriminante. Par exemple, encore une fois, on revient à l'exemple de l'opérateur téléphonique. Vous opérez sur le sol français, donc vous avez une variable qui vous dit que qui est le lieu de vie, le pays dans lequel vivent vos clients. Vous pouvez vous dire 98% de toute façon habitent en France, donc c'est pas grave, on l'enlève, alors qu'en fait, ça peut induire différents comportements qui auraient un impact sur votre variable cible. Measurement bias, c'est quand le contexte dans lequel vous collectez vos données historiques est différent du contexte dans lequel vous allez appliquer vous allez collecter vos données en vie réelle. Donc, par exemple, vous faites de l'analyse d'images, de la reconnaissance d'images. Vous allez analyser des flux vidéo et entraîner votre modèle sur des flux vidéo qui viennent de caméras qui ont un certain angle. Et en réalité, vous allez appliquer vos modèles sur des données qui viennent de caméras qui ont d'autres angles. Et donc là, on a ce qu'on appelle un measurement bias. Recall bias, donc ça, c'est plus lié à la labellisation. C'est quand vous allez du coup avoir labellisé manuellement et que vous allez avoir des observations qui vont avoir deux observations similaires qui vont avoir des labels différents à cause de la subjectivité au moment de la labellisation. Et observer bias, c'est quand en fait la personne qui va labelliser va injecter ses propres biais dans les données et dans les labels. Donc les données, c'est vraiment le premier élément souvent qui va venir potentiellement biaiser les modèles, puisque comme on le disait, l'apprentissage du modèle repose entièrement sur ces données-là. Mais en fait, ce n'est pas le seul élément. Et tout au long de la modélisation, vous allez faire beaucoup de choix, et ça va passer par plusieurs étapes qui vont également potentiellement générer des biais. Donc, je vous ai listé quelques étapes ici, il y en a d'autres, mais je vais un peu m'attarder sur ces éléments-là et pourquoi, au moment de ces différentes étapes et de ces différents choix, vous pouvez, encore une fois, mettre des biais dans vos modèles. La première étape, c'est le sampling. Quand vous entraînez votre modèle de machine learning, vous allez séparer votre jeu d'entrée en 3 sous-jeux de données qui sont le jeu d'entraînement, le jeu de test et le jeu de validation. Le jeu d'entraînement, c'est le jeu sur lequel vous allez entraîner votre modèle, qui va vous servir à optimiser vos paramètres.
Le jeu de test, c'est celui que vous allez utiliser pour comparer les performances de différents modèles que vous allez avoir entraînés. Et souvent, vous allez choisir le modèle qui performe le mieux sur ce jeu de test selon une certaine métrique. Et le jeu de validation, c'est un jeu que vous allez garder vraiment de côté pendant tout l'entraînement. C'est censé être des données que du coup, le modèle n'a jamais vues. Et une fois que vous aurez fait toute votre expérimentation, vous allez tester vos modèles sur ce jeu de validation. Et ça va vous permettre d'avoir une idée la plus proche possible des performances de votre modèle en réalité. Donc en fait, en fonction de comment vous faites ce sampling, vous pouvez aussi induire des biais. Donc par exemple, si au moment de séparer vos données qui avaient une bonne représentation de votre population, ou finalement, dans le jeu d'entraînement, vous avez une sous-population qui est surreprésentée par rapport au jeu de validation, au jeu de test, ben vous allez de vous-même mettre un biais qui n'était pas là initialement. Et là, par exemple, vous metteriez un sample bias dans vos données. Ça, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment. Alors, on peut se dire, mais c'est super simple, on sépare de façon aléatoire, mais en fait, il y a plein d'éléments à prendre en compte en fonction de vos données qui vont faire que vous allez séparer, enfin, qui vont avoir des répercussions sur la méthode aléatoire que vous utilisez pour séparer vos données. Nous, c'était un problème qu'on a vu sur un ancien projet dans lequel j'avais travaillé. Et en fait, c'était un problème assez fort. On a mis assez longtemps à s'en rendre compte. Le second élément, c'est le choix des métriques d'évaluation pour l'optimisation des hyperparamètres. Donc, je vous parlais de jeux de test que vous allez utiliser pour tester plusieurs modèles. En fait, les hyperparamètres, c'est les paramètres qui portent sur la structure de votre modèle. Donc, par exemple, vous allez entraîner un arbre de décision. L'arbre de décision, il peut avoir plusieurs profondeurs. Vous allez donc tester plusieurs profondeurs. Donc, c'est un hyperparamètre, plusieurs profondeurs de votre arbre de décision. Et donc, ensuite, vous allez tester ces différents modèles sur votre jeu de test en utilisant une certaine métrique. Et chaque métrique a des avantages et des inconvénients. Et en fonction de la métrique que vous choisissez, vous allez a priori choisir le modèle qui performe le mieux sur cette métrique. Et ça va également pouvoir induire des biais. Par exemple, vous avez un modèle qui est très déséquilibré, un jeu de données qui est très déséquilibré. Vous voulez prédire vous avez une variable cible, vous pouvez prédire deux choses, soit la réponse A, soit la réponse B. Dans votre jeu de données, dans 90% des cas, c'est la réponse A. Et si vous décidez de prendre l'accuracy comme métrique d'évaluation, l'accuracy, c'est le pourcentage d'observation que vous allez avoir bien correctement labellisé. Donc, a priori, votre modèle, s'il a 90% de réponse A, il aura une super accuracy s'il ne fait que dire, en fait, c'est toujours la réponse A. Top, vous allez avoir une accuracy nickel. Par contre, je ne pense pas qu'il y ait besoin de machine learning pour être capable de dire ça. Et donc, en fait, votre modèle, il ne sert à rien. Par contre, si vous aviez pris des métriques comme la précision, là, vous auriez eu un modèle qui aurait été plus juste et qui aurait été sûrement un peu plus utile. Et enfin, le choix du modèle en lui-même, il y a énormément aujourd'hui de modèles qui existent, qui ont des structures différentes, qui permettent, par exemple, on parlait de jeux de données qui sont très déséquilibrés, qui permettent plus ou moins de gérer ces déséquilibres dans les données. Et en fonction du modèle que vous allez choisir, ça va potentiellement avoir un impact sur les résultats et les biais qui se trouvent dans vos modèles. Une fois qu'on a dit ça, on ne va pas se laisser abattre pour autant. Il y a quand même beaucoup de méthodes qui permettent déjà d'anticiper les biais avant même d'entrer son modèle. Et ensuite, une fois qu'on a entraîné son modèle, de les identifier pour ne pas pousser en production un modèle qui serait biaisé. Donc, comment anticiper ces biais a priori? Déjà, il y a une première, on a parlé des données tout à l'heure, il y a un élément très important, c'est la réflexion sur les données que vous collectez. Donc, dans quel contexte vous les collectez? Déjà, être conscient qu'il peut y avoir des biais et essayer d'identifier en avance quels sont les biais qui pourraient s'être glissés, c'est une étape qui est très importante. Ensuite, après cette réflexion, il y a également des outils mathématiques qui vous permettent de tester les biais. Donc, il y a l'analyse de biais, l'analyse de dépendance aussi de vos features qui vous permettent d'observer des corrélations que vous ne voudriez pas voir dans vos données, par exemple. Ensuite, on l'a dit, à chaque fois que vous préparez votre modélisation, vous allez faire des choix dans les process de sampling, d'évaluation de votre modèle. Là, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise métrique. L'idée, encore une fois, c'est déjà d'être conscient que ces choix-là peuvent avoir un impact et peuvent induire des biais, et de réfléchir à chaque fois et de ne pas prendre la métrique la plus commune. Vous parlez d'accuracy, l'accuracy, c'est de fait la métrique la plus souvent utilisée, mais peut-être que des fois, ce n'est pas pertinent, et au moins en prenant conscience que quand on choisit ces métriques, on fait des choix, ça permet d'anticiper une partie des biais. Et enfin, privilégier des modèles interprétables. En machine learning, on distingue un peu deux types de modèles. On a donc des modèles qu'on va appeler interprétables, des modèles boîte noire, qui sont en fait des modèles qui sont tellement complexes, qui ont une structure tellement complexe et tellement de paramètres qui sont très difficiles, disons, à ouvrir pour comprendre ce qui se passe. Alors, on s'améliore beaucoup dessus pour essayer d'analyser l'importance des variables, peu importe le modèle, mais c'est quand même des modèles qui, concrètement, vont être plus durs à interpréter.
L'idéal, c'est donc, quand vous faites des expérimentations, d'inclure au moins un modèle interprétable, un ou plusieurs, mais qui vous permettront déjà d'avoir une sorte de baseline que vous comprenez pour pouvoir interpréter vos résultats. Ça, c'est avant d'entraîner votre modèle. Une fois que votre modèle il est entraîné, première chose, on parlait de modèle interprétable, c'est déjà d'essayer d'analyser l'importance des variables, donc c'est-à-dire d'essayer d'analyser quelles variables vont avoir le plus d'impact sur les prédictions émises par votre modèle. Là, déjà, potentiellement, vous pourrez déjà identifier les premiers biais. Ensuite, c'est d'analyser les résultats et les prédictions précisément. Donc là, il y a énormément d'analyses qui existent. Je vous en ai mis deux analyses possibles. Vous allez voir, chacune a ses avantages et ses inconvénients. Et encore une fois, il y a vraiment des choix à faire là-dedans. Et c'est des analyses c'est des choix conscients qu'on doit faire en choisissant l'une ou l'autre des analyses. Donc l'analyse de la parité démographique, c'est quand vous allez regarder si deux sous-populations ont la même chance d'avoir un certain résultat. Par exemple, dans l'exemple que je vous ai donné sur le logiciel Compass, il n'y avait pas de parité démographique parce que les deux sous-populations, les personnes de couleur et les personnes de type caucasien, n'avaient pas les mêmes chances d'avoir un résultat, d'être labellisés comme récidivistes. Mais parfois cette métrique, elle n'est pas pertinente du tout. Par exemple, vous faites un logiciel dans la santé de diagnostic du cancer du sein. Il y a certains hommes qui peuvent avoir des cancers du sein, mais c'est quand même très très rare par rapport aux femmes. Et donc en fait, si vous faites une analyse de la parité démographique sur ce modèle-là, évidemment votre parité va être très mauvaise, mais c'est normal et c'est ce que vous attendez. Donc encore une fois, il n'y a toujours pas de magie ici, et c'est vraiment, ça dépend vraiment de vos données, de votre situation. Un autre type d'analyse, c'est l'analyse. Bon, alors, désolé pour les traductions qui sont de l'anglais, donc qui ne sont pas forcément toujours top, mais c'est l'analyse de l'égalité des opportunités. Donc, c'est-à-dire que vous allez regarder si deux sous-populations ont les mêmes pourcentages de vrais positifs sur vos données labellisées. Donc, par exemple, vous êtes une entreprise qui accorde des crédits. Vous allez regarder si votre modèle, sur vos données historiques, il accorde pour deux sous-populations la même chance d'avoir un crédit pour des personnes qui ont effectivement été capables, historiquement, de rembourser leur crédit. Mais ça, en fait, cette analyse-là, et c'est un peu ce qu'a fait le Northpoint, l'entreprise qui a développé le logiciel Compass, cette analyse-là, elle n'est pas pertinente si vos données elles sont déjà biaisées. Et si, en fait, de base, la labellisation comportait déjà un biais, cette analyse, elle va vous faire passer complètement à côté des biais qui ont été répercutés dans le modèle. Et enfin, la troisième étape, c'est vous avez construit votre modèle, vous l'avez évalué, vous vous dites, bon, c'est bon, a priori, on a limité les biais, on a analysé, on pense que le modèle ne comporte pas de biais, on le pousse en production, mais après, en production, les choses changent au cours du temps. Et donc, vous pouvez, par exemple, avoir cette relation dans vos données, cette relation entre vos données d'entrée et votre variable cible qui va évoluer. Vous pouvez avoir vos données aussi qui évoluent, et la population sur laquelle vous allez appliquer votre modèle en vie réelle va finalement, au bout d'un moment, être différente de celle sur laquelle vous avez entraîné vos données. Et dans ce cas-là, c'est très important de monitorer ça et d'être capable d'identifier ces changements pour ensuite pouvoir réentraîner vos modèles et du coup retirer ces biais. Maintenant qu'on a vu toutes ces méthodes, on va faire un juste retour rapide justement sur le cas du logiciel Compass dont je vous parlais et se dire mais comment en fait on aurait pu éviter, alors peut-être pas que le développement, que le modèle soit biaisé, mais au moins qu'on ne le pousse pas en production et qu'on ne le donne pas à des juges pour qu'ils prennent des décisions avec. Et donc là, si on reprend les différentes étapes, déjà par les données en fait elles étaient de base biaisées. Et ce qui s'est sûrement passé, c'est qu'en fait les juges qui avaient qui avaient décidé des peines dans les données historiques qui ont été utilisées pour l'entraînement, avaient eux-mêmes leurs biais et ont sûrement été beaucoup plus indulgents avec les personnes de type caucasien, et c'est ce qui a généré en fait le biais ensuite dans le modèle. Donc on a importé des biais sociétaux dans le modèle via les données. Ensuite, par le choix des métriques d'évaluation, comme je disais, l'entreprise qui a développé le modèle a choisi l'AUC qui était du coup pas pertinente parce qu'en effet les données étant biaisées, c'était pas les vrais positifs ou les vrais négatifs qu'il fallait regarder en l'occurrence. Et enfin, du coup, on parlait de la fairness analysis. Ici, si on avait utilisé la parité démographique, et c'est ce qu'a fait ProPublica dans son étude, là, on aurait pu mettre en évidence les biais sur le traitement du modèle. Voilà. Donc, un peu pour conclure cette partie, sur les logiciels d'intelligence artificielle, on voit qu'il y a des méthodes mathématiques qui permettent quand même, et des méthodes d'analyse qui permettent d'identifier les biais, et qu'on a des outils.
Néanmoins, je pense que ce qui est important de retenir, c'est qu'il n'y a rien qui est magique, il n'y a rien qui est automatique. Et en fait, c'est vraiment vos propres choix à vous et votre propre conscience des biais qui peuvent être, intégrés dans le modèle et du contexte dans lequel vous travaillez aussi, qui va vous permettre de les identifier. Et ça m'amène à la deuxième partie de Mélanie, qui est l'importance de l'humain pour éviter les biais et l'importance de l'équipe, notamment. Merci Clémence. Effectivement, pour reprendre ce que disait Clémence, elle a montré que dans les logiciels qui comportaient de l'intelligence artificielle, on pouvait inclure des biais qui avaient des méthodes mathématiques, mais qui n'empêchaient pas l'humain. Mais on va voir qu'on induit aussi des biais dans tous nos logiciels, même quand ils ne comportent pas d'intelligence artificielle. Donc je vais vous parler de deux biais en particulier, qui sont le biais d'ancrage et l'effet de groupe qu'on a vu tout à l'heure, et je vais vous parler un peu d'agilité et d'innovation. Donc pour ceux qui travaillent en agile, vous avez déjà dû assister à des poker planning ou à des extreme quotation. Donc vous vous êtes rendu compte que certains étaient plutôt pessimistes, certains étaient plutôt optimistes, qu'on arrivait à un consensus et qu'à la fin, on donnait une cotation et que du coup, on savait à peu près quelle feature on aurait, dans quel sprint, etc. Donc ça, c'est la théorie, c'est super. Les développements commencent, bim, problème technique. Donc on a tous les éléments rationnels pour expliquer pourquoi c'est plus long que ce qui était prévu. Et néanmoins, votre chef de produit, vos sales, vos marketing, tout le monde va vous tomber sur le dos en disant « mais bon sang de la vie, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Pourquoi c'est si long alors que vous m'aviez dit que c'était si court ?» Ces gens-là vont être victimes du biais d'ancrage. Donc c'est l'élément inverse de tout à l'heure. Eux, ils croyaient qu'ils faisaient une affaire et puis en fait, ils s'aperçoivent que la vie, c'est la vie. Et c'est là où vraiment c'est un biais parce que vous avez le rationnel et néanmoins, ils n'arrivent pas à l'entendre. Toujours en agilité, le poker planning, si vous y avez déjà assisté, tout le monde a ses points et on retourne les cartes ou on lève la main avec son 5, son 13, son M, son L, ce que vous voulez, tous en même temps. C'est pour éviter l'effet de groupe. Parce que si tout le monde met 5 et puis qu'il y en a un qui met 13, celui qui met 13, il fait « Oh pardon, excusez-moi, désolé d'exister. » Alors qu'en fait, c'est possible que cette personne ait accès à de l'information technique ou une expertise ou ait fait le code de ce sur quoi vous allez vous appuyer et qu'il sache que finalement, c'est plus important. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi un problème sur l'innovation avec les biais, c'est que l'effet de groupe peut aussi avoir un impact sur les idées qui sont proposées dans votre entreprise. Il y a des experts dans tous nos métiers. Si on pense que les experts sont les sachants, ça veut dire qu'on ne va pas forcément écouter le reste du groupe. Ça veut dire qu'il va y avoir un effet où tout le monde va dire que bah oui, cette fonctionnalité c'est la bonne, et puis celle-là qui était peut-être une idée un peu différente, innovante, va pas être écoutée. Alors il y a des entreprises qui sont très conscientes de ça. Air France, SNCF, Safran, Michelin par exemple, ils ont mis en place ce qu'on appelle de l'innovation participative justement pour lutter contre cet effet de groupe. Donc quelques chiffres qui ne sont pas très récents parce que ça date de 2016. Néanmoins, chez Michelin, par exemple, sur les 61 000 salariés qu'il y avait à l'époque, il y en a environ 25 000, quasiment 40%, qui ont proposé des idées, qui ont suggéré des choses. Il y a eu quasiment 60 000 idées émises, dont 44% ont été réalisées, et ça a permis à Michelin de réaliser un chiffre d'affaires de 20,6 millions d'euros en plus. Donc tout ça, c'est parce qu'on évite quelque part un effet de groupe. Autre endroit où on va vraiment être victime de biais, ce sont les tests et la définition des fonctionnalités. Donc les tests, il y a plein de littérature qui existe sur les tests, il n'y a pas beaucoup de littérature qui existe et qui disent attention, ne testez pas avec des biais. Les biais dans les tests, il y en a plein. Le biais de négativité, ça va influencer la date de la release parce qu'on va être très pessimiste. L'illusion de savoir, on voit arriver la feature, on se dit oui, bah, c'est la même que celle d'il y a 3 sprints, c'est bon, je sais ce qu'il faut faire. Pas forcément. Le biais d'autocomplaisance. Alors le biais d'autocomplaisance, c'est un biais où on se dit « Ah, je suis trop forte, c'est grâce à moi qu'on a tout réussi. » Et puis quand ça plante, « Ah oui, non, mais c'est parce qu'il y avait des éléments extérieurs. » C'est un biais aussi. Mais là où en fait on va être le plus victime dans les tests du biais, c'est sans doute le biais de confirmation.
Parce que le biais de confirmation, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on va chercher à confirmer les choses qu'on sait déjà. Donc si on sait que la fonctionnalité doit faire le comportement A, B, C, on va tester A, B, C, et puis on va un peu oublier tous les comportements qui sont autour. Et de cette manière, on va induire des biais dans notre logiciel. Si on sait qu'un développement a été fait par tel développeur et qu'on sait que ouais, celui-là ou celle-là, ils sont trop forts, eux quand ils me font du code, c'est vraiment nickel, ben, on va moins tester parce qu'on pense qu'ils sont trop forts. C'est pas pour autant, mais du coup c'est une forme de biais. À l'inverse, si on pense qu'un développeur a plus de difficultés, ben, on va tester plus et peut-être que du coup ben, on sera plus efficace ou pas parce que peut-être cette fois-là, cette fonctionnalité, elle était très maîtrisée. Donc ça, c'est le biais de confirmation vraiment s'insère dans vos logiciels via les tests. Le deuxième biais qui va s'insérer via les tests, c'est le biais de cadrage. Donc le biais de cadrage, c'est un biais qui vous fait sursimplifier les problématiques. Vous avez une situation complexe et vous allez la limiter à 1, 2, 3. Voilà, c'est le biais de cadrage. Donc quand on fait ça, eh bien forcément, quand on va faire des tests, on va tester 1, 2, 3 et pas le reste. La manière de lutter contre ça, c'est de travailler avec ces utilisateurs avancés, c'est de travailler avec tous les feedbacks qu'on va recevoir de nos clients, etc., pour enrichir ces cahiers de test. Quant aux fonctionnalités, même cause produisent les mêmes effets. Biais de confirmation, vous allez être chef de produit, aller interroger tous vos utilisateurs, vous avez bien une petite idée en tête des fonctionnalités que vous voulez mettre, vous allez bien retenir tous ceux qui vous ont dit que c'était super et vous allez bien occulter tous ceux qui vous ont dit que c'était moyen. Biais de confirmation. Il faut arriver à écouter tout le monde et à être conscient de ce biais-là. Et puis le biais de cadrage, de la même manière, vous êtes devant une situation complexe et vous allez dire bah oui, mais pour le résoudre, il suffit de faire, bim, un seul truc. Et donc ce un seul truc, biais de cadrage, vous allez limiter votre fonctionnalité et limiter les cas d'application. Alors moi, je suis très à l'aise de parler du biais de cadrage parce que je suis quelqu'un qui est comme ça, qui cadre tout, qui se dit 1, 2, 3, c'est facile, t'inquiète pas, on va sursimplifier. Comment on lutte contre ce biais-là ? En travaillant avec des gens qui n'ont pas ce biais. Donc la Clémence peut attester, mon manager actuel, il n'a pas du tout le biais de cadrage, il a, je ne sais pas quel est son nom, mais le biais complètement inverse, où il voit toutes les petites portes qu'il faudrait ouvrir pour tomber dans tous les pièges, etc. Mais finalement, notre collaboration, à nous deux, ça permet d'équilibrer ce biais de cadrage que moi je peux avoir et lui ce biais de voir tous les problèmes, alors que les problèmes c'est peut-être 2% de la réponse aux besoins. Donc là vous me voyez arriver avec mes gros sabots, parce que je vais essayer de vous donner des astuces pour justement éviter les biais. Et je vais vous donner le grand mot à la mode. Le seul moyen de lutter contre les biais, c'est d'avoir une équipe avec de la diversité. Donc la diversité de genre. Donc aujourd'hui, dans la salle, on a quand même plus de messieurs que de madames. C'est un peu raté pour notre public, mais c'est quand même pas si mal. Diversité d'âge. Clémence et moi, on n'est pas de la même génération, donc on représente cette diversité. Diversité d'origine géographique, travailler avec des gens qui ne viennent pas forcément des mêmes pays. Diversité religieuse, diversité de parcours, diversité culturelle, diversité d'orientation sexuelle. On en entend parler énormément. Donc la suite de cette présentation, l'idée c'est de savoir comment on fait pour recruter une équipe diversifiée. Comment on peut résoudre ce problème-là et pas être tous un peu des clones les uns des autres. Bon, je ne vais pas vous mentir, c'est pas facile. Bon, si vous recrutez un peu par ici, vous devez le savoir. C'est pas facile, c'est d'autant moins facile que la concurrence est rude. Donc ça, c'est des petits articles un peu du monde entier qui montrent qu'il y a un déficit de profils software, tech, etc. Le Department of Labor aux États-Unis prévoit que d'ici à 2024, 66% des emplois dans l'informatique pourraient ne pas trouver de ressources aux États-Unis. En Suède, ils ont déjà un déficit de quelque chose comme 70 000 gens pour travailler dans la tech, le développement, l'informatique, etc. Et en France, il y a une projection qui a été faite. D'ici à 2030, les départs à la retraite des gens qui travaillent dans l'informatique ne seront pas couverts par les nouvelles personnes qui vont être diplômées. Donc forcément, là, on se dit déjà, on va avoir du mal à recruter. Si en plus, il faut recruter une équipe diversifiée, ça ne va pas rendre les choses très simples. Néanmoins,
on peut faire des efforts et essayer d'aller vers des équipes diversifiées. Première chose, quand vous recrutez, vous allez faire une offre d'emploi. Alors sachez que dans la science, l'engineering et la technologie, sur un biais simple qui est le biais de genre, c'est juste 50% de la population mondiale, 92% des offres d'emploi sont biaisées. Alors, on va faire un petit exercice. Je vais vous lire la phrase qui est écrite dans l'exemple. À la recherche d'un enseignant engagé avec des compétences pédagogiques et interpersonnelles exceptionnelles pour travailler dans un environnement de travail collaboratif et solidaire. Combien d'entre vous pensent que je recherche un homme? Combien d'entre vous pensent que je recherche une femme? Combien d'entre vous pensent que c'est neutre? C'est bien, vous n'êtes pas très biaisés. Je vous félicite. Parce que dans la réalité, les deux mots qui sont surlignés en jaune, ici, c'est la même phrase, engagé et solidaire, pour la plupart des gens, mettent en place un petit biais qui va faire penser qu'on recherche une femme. Et donc, quand vous écrivez vos offres d'emploi, vous avez des mots qui vont montrer qu'on cherche des hommes, des mots qui vont montrer qu'on cherche des femmes. Alors, il y a des choses pour lutter contre ça. Il y a des sites internet comme Gender Decoder, par exemple, qu'on utilise chez Dataiku, qui vont vous permettre d'aller dans un sens ou dans l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez utiliser ça aussi pour essayer de recruter plus de femmes. Si, par exemple, vous écrivez que vous recherchez un développeur responsable et consciencieux, vous avez peut-être plus de chances de viser les profils féminins. Autre point important, concentrez-vous sur les principales exigences et limitez le nombre de qualifications dans votre description de poste. On a tous tendance à mettre une liste longue comme le bras de compétences techniques, interpersonnelles, je ne sais pas quoi. Sachez que les gens qui ont des parcours atypiques, sachez que aussi les femmes, de par la culture et l'éducation qu'on a reçue, si on ne répond pas à 100% des critères, la plupart d'entre nous, on ne va pas postuler. Alors que les hommes, s'ils répondent à ouais, la moitié, c'est bon, ça passe. Large. Vous posez pas la question. C'est comme ça, c'est un biais. Une fois que vous avez commencé à avoir des candidats, faites attention à vos biais pendant les interviews. Quelqu'un qui est renfrogné, vous avez tendance à vous dire « Oh là là, cette personne, elle est un peu froide, c'est pas rigolo. » Quelqu'un qui est en surpoids, c'est malheureux, mais c'est comme ça. On va avoir tendance à dire cette personne, quand même, elle se laisse aller, ça n'a rien à voir. Cette personne, elle est très sérieuse, elle a un CV hyper intéressant. Une personne plus âgée, on va avoir tendance à se dire elle ne va pas être au courant des nouvelles technologies. Une personne plus jeune, elle va être désengagée. Donc si on prend Clémence et moi, par exemple, Clémence n'est pas du tout désengagée et je ne suis pas du tout au courant des nouvelles technologies. Mais en même temps, ce n'est pas mon boulot. Quelqu'un qui est sûr de soi, on va se dire qu'il est arrogant, en particulier si c'est une femme, ou en particulier si c'est quelqu'un qui a un parcours atypique et qui est là pour vraiment défendre son parcours atypique. Quelqu'un qui est persuasif, on va se dire cette personne est agressive. Non, il faut juste vérifier comment les réalisations du CV sont faites. Quelqu'un qui est persuasif, c'est aussi quelqu'un qui va savoir défendre son point de vue et affirmer ses opinions. Donc, suivant le poste que vous recherchez, ça peut être intéressant. Et surtout, hyper important, ne décidez pas tout seul. Quand vous voulez recruter quelqu'un, je pense que maintenant, c'est à peu près la norme, mais ne pas décider seul, c'est hyper important parce qu'on a tous des biais et le fait de multiplier les entretiens, c'est peut-être pas très sympa pour le candidat ou la candidate, mais néanmoins, ça permet de minimiser les biais. Il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu un candidat qui avait passé le Talent Acquisition Manager juste avant moi. Talent Acquisition Manager l'a trouvé super, je l'ai trouvé ultra arrogant quand il m'a dit tu sais, dans la tech, faut changer de poste tous les 2 ans parce que sinon, bon, forcément, je l'ai pas recruté. Mais le Talent Acquisition Manager, qui était anglais, basé à Londres, il n'a pas du tout vu ça de la même manière que moi. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas décider tout seul. Dernier point, et puis après on arrivera à la conclusion. Une fois que vous avez votre équipe, faites attention à valoriser les points de vue de chacun. Vous êtes là pour recruter des talents, vous voulez que les gens puissent s'exprimer, vous voulez minimiser les biais que vous allez induire de par vos propres biais personnels. Donc veillez à valoriser les points de vue des uns et des autres, faire parler ceux qui sont timides, etc. J'ai rien contre les experts. Attention aux experts, c'est que l'expert n'a pas forcément le dernier mot. Il peut y avoir des contraintes techniques que l'expert va exposer. Ce n'est pas pour autant que le point de vue utilisateur n'est pas valide. C'est important que ça s'exprime des deux côtés.
Et puis de toute façon, l'idée c'est de faire ressortir le potentiel de chacun, que tout le monde se rappelle que s'ils sont venus dans votre entreprise pour travailler avec vous, c'est parce que vous saurez les valoriser. Donc, tout ce qui peut valoriser, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans votre offre d'emploi, les chartes pour les personnes handicapées, les congés paternité quand il y en a, etc., qui montrent que vous êtes une entreprise qui recherche la diversité, c'est vraiment super important. Et je vais laisser la conclusion à Clémence. Ouais, du coup, merci Mélanie. Donc juste pour résumer un peu ce qu'on a vu, tout d'abord les biais, ce qu'on s'est dit, c'est en fait les biais, il y en a partout et on est tous biaisés dans nos décisions et de toute façon, on ne va pas changer ça. Par contre, on a vu qu'il existe des méthodes mathématiques quand on parle par exemple d'intelligence artificielle qui permettent en partie de limiter les biais dans ces logiciels-là. Mais que finalement, l'élément peut-être le plus important, c'est l'humain et c'est la diversité. Et c'est cette diversité de perspectives qui va être une richesse très forte dans votre lutte contre les biais. Donc il y a à la fois être capable de créer des équipes diversifiées, de recruter des équipes diversifiées, mais également de laisser exprimer ces différentes perspectives. Et à ce moment-là, vous aurez sûrement des choses improbables qui arriveront. Voilà. Voilà, donc si vous voulez laisser du feedback, c'est maintenant. Et si vous voulez poser des questions, il nous reste, je crois, 10 minutes ou 9 minutes 52.